Alexandre Arcadie, en 1962, il y a 20 ans déjà, comme des milliers et des milliers de pieds noirs, vous êtes trouvé dans l'obligation de fuir Alger, qui fut votre carré d'enfance. Vous aviez à ce moment-là 14 ans. Vous abandonniez ce qui vous avait fait, c'est-à-dire un sol, une langue, un ciel, une mer, la Méditerranée. Et on peut penser que la déchirure est toujours d'aujourd'hui. Je crois que... Ou encore d'aujourd'hui. Elle est toujours d'aujourd'hui, effectivement. Vous savez, j'avais donc 14 ans, j'ai quitté Alger, c'était retrouver Paris, et de Paris, je ne connaissais que les images d'Épinal, si je puis dire, à travers la télévision d'Alger. On voyait certains quartiers de Paris, le Moulin Rouge, la Tour Eiffel. Et pour moi, c'était une nouvelle aventure. Je ne me rendais pas vraiment compte de la gravité du moment. Je me souviens encore, avec mes frères, ma mère, mon père, on s'est retrouvés sur un bateau tout blanc. Il s'appelait le Ville d'Alger. On est parti un peu avant tout le monde. On est parti en décembre 61, quelques mois avant l'exode. C'était en hiver. On était seuls sur ce bateau. On était sur l'entrepont, quelques chaises longues, 7 chaises longues puisqu'on était 7. On était les seuls sur ce bateau. Et j'ai vu Alger s'éloigner comme ça, dans cette lumière claire d'une journée de décembre. Vous savez, en Afrique, en hiver, la lumière est formidable. Je revois encore Notre-Dame d'Afrique, au-dessus de cette colline. Je revois encore le cimetière juif d'Alger, qui est au pied de Notre-Dame d'Afrique. Et le bateau s'est éloigné et on a vu Alger s'éloigner aussi de notre enfance. Et c'était un moment grave, je m'en suis pas vraiment rendu compte. J'y repense aujourd'hui parce que ce sont des moments qui restent en soi comme gravés d'une manière excessive à l'intérieur de nous. Et puis on s'est retrouvés à Paris. À Paris, après une nuit de train, il faisait très froid. Je ne connaissais pas le froid, mes frères non plus. On s'est retrouvés et j'ai encore cette image insolite et incroyable, peut-être certains s'en souviendront, je revois encore un rasoir électrique en publicité à la gare de Lyon, avec ces 2 petits cercles lumineux qui tournaient comme ça. Et c'est la première image que j'ai vue de Paris, un rasoir électrique qui tourne et un froid terrible. C'était il y a 20 ans et on n'a pas l'impression que tellement d'années sont passées, car vous parlez aujourd'hui comme un déraciné qui a encore dans le regard toutes les images d'Alger. C'est peut-être même des parfums. C'est vrai, je ressens encore ces parfums, ces odeurs. Souvent, j'ai tendance à dire l'odeur du café grillé. C'est une odeur qui m'accompagne souvent. Et puis, je repense à ce ciel, à cette mer, à ces maisons blanches. Vous savez, j'habitais la Basse-Casbah. Nous venions d'un milieu excessivement modeste et je vivais pratiquement dans la rue. Alors, vos parents ? Mes parents mon père était comptable, ma mère élevait des enfants, nous étions 5 à la maison. Et j'ai vécu pratiquement dans la rue. J'étais un peu insolite dans ces quartiers de la Basse-Casbah parce que j'étais blond aux yeux bleus, dans un monde aux cheveux noirs et aux yeux noirs. Je ne sais pas quelle image je devais donner dans ces ruelles d'Alger. Mais je revois encore ces ruelles, je ressens ces odeurs, je revois encore des images très très fortes de la lessive hebdomadaire sur notre terrasse en haut de l'immeuble. Ce sont des images très fortes qui marquent et qui restent en moi, c'est vrai. Et plus que les autres, vous devez comprendre ce qui peut se passer dans le cœur d'un déraciné, d'un fuyard, et vous pensez ou aux soviétiques, ou aux russes, ou aux ceux d'Amérique du Sud, ou aux Polonais d'aujourd'hui, enfin à tous ceux qui, à un moment de leur vie, sont obligés de tout abandonner. On y pense forcément parce qu'on porte en soi ce déracinement. Et quand je vois ces réfugiés polonais, russes, argentins, j'ai vraiment un regard très particulier. Un regard très, très tendre parce qu'il est important de les regarder avec tendresse, un regard presque d'amour parce que quand on est un déraciné, on a besoin d'amour, on a besoin d'être compris. Et souvent les pieds noirs n'ont pas été compris. Mais à ceux qui vous diraient aujourd'hui, mais attention, ce n'était pas votre pays. Qu'avez-vous à répondre ? C'est vrai que quelque part, je vais vous dire une chose. Effectivement, mon père était un double déraciné puisqu'il était hongrois, il est arrivé en Algérie par le biais de la Légion étrangère. Vous voyez quel voyage. Mais la seule famille que j'ai vraiment connue, j'allais dire la seule tribu, c'est la tribu du côté de ma mère. C'est-à-dire, ce sont des juifs pieds noirs
qui ont installé leur tente dans ce pays du Maghreb depuis presque la destruction du deuxième temple. Vous voyez que les racines remontent à très très loin. Et c'est vrai qu'au début du siècle, on a fait une distinction entre les Arabes et les Juifs. Il y a eu un certain décret et ils se sont retrouvés français. Mais mes souvenirs les plus lointains me racontent encore ma grand-mère qui ne parlait pas le français, qui parlait l'arabe, qui s'habillait encore d'une certaine manière, d'une certaine manière traditionnelle. Je veux dire qu'elle est née là-bas, ses ancêtres sont nés en Algérie et c'était vraiment des gens qui ne connaissaient pas d'autres pays. Et puis, bon, ils sont devenus français, on a appris le français à l'école, et puis voilà. Vous savez, Alexandre Arcadie, je vais vous donner l'autre facette de l'histoire. Il n'y a pas si longtemps, j'accueillais Kamel, qui lui est algérien, et qui est né en France, et qui me disait, mon grand-père a fait la bataille de 14-18, la guerre. Et oui. Mon père est resté 40 ans en France, je suis français. Eh oui, absolument. Mais alors maintenant, la question, est-ce que c'était un pays, notre pays? Vous savez, c'est des questions un peu difficiles aujourd'hui de répondre. On ne peut pas refaire le monde. Hein. En tout cas, ce qui est vrai, Alexandre Arcadie, c'est que pièce à pièce, comme dans un puzzle, vous reconstituez tout votre univers. Et vous avez pour cela la chance d'être un homme de théâtre, la chance d'être un metteur en scène qui a cette chance de délimiter ses territoires. Vous avez déjà présenté Le Coup de Sirocco. Le Coup de Sirocco a été un film qui racontait le départ des Pieds Noirs, leur installation en France, disons leur intégration, souvent difficile. Cette fois-ci, il y a le Grand Pardon, et j'ai le sentiment déjà qu'il faudrait peut-être un autre titre, un autre film pour compléter le triptyque. Bon, Le Coup de Sirocco, c'est le départ, l'intégration, le Grand Pardon, déjà là vous vous amusez, vous tombez dans l'histoire policière, et vous inventez une mafia, une famille, un clan, judéo-pieds noirs. Oui. Et on peut penser que vous ne sortirez jamais de cet environnement, c'est-à-dire vous ne pourrez jamais parler d'autre chose que de votre famille. Oh, vous savez, je crois que je pense que je pourrais parler d'autre chose, mais ce qui est certain, c'est que je pense que je n'arriverai pas à m'éloigner je disais tout à l'heure, de certaines images, de certaines odeurs. Et d'une manière ou d'une autre, les films que je ferai dans l'avenir auront en eux ces images, ces odeurs, peut-être pas les mêmes hommes, peut-être pas ces pieds noirs, peut-être d'autres hommes, d'autres femmes, mais d'une manière ou d'une autre, je resterai proche de cette terre qui m'a vu naître et de cet univers qui me manque quelque part, c'est vrai. Alors il y a eu cette arrivée en France, vous avez peut-être été sauvé par le théâtre, vous aviez 14 ans, il fallait d'abord continuer les études. Oui. Vous aviez déjà l'idée de devenir comédien? Parce que vous ne pensiez pas encore à la mise en scène, si? Non, je ne pensais pas à la mise en scène. Non. Mais c'est vrai que j'ai encore en moi des images où jeune garçon à Alger, j'organisais des petits spectacles. Je me revois encore sur des petites scènes d'amateurs. Bon, peut-être que je portais en moi cette vocation, mais je n'en étais pas conscient. Mais qui était encouragé quand même par quelqu'un? Non, pas du tout. Alors non. Pas du tout. Non. Sitôt arrivé en France, effectivement, le lycée très peu, et puis un mouvement de jeunesse très très important pour moi. J'étais dans un mouvement de jeunesse sioniste, juif sioniste, qui m'a complètement ouvert l'esprit, qui a fait de moi, je crois, ce que je suis aujourd'hui. J'en parle avec beaucoup de simplicité parce que c'est vrai. Et puis j'ai été en Israël. J'ai vécu 2 ans au kibbutz. J'ai fait le paysan, l'agriculteur, j'ai connu la terre, les fleurs, le travail de la ferme, si je puis dire. Et puis, après 2 ans d'expérience, me voilà à Paris. Et à Paris, cette envie de faire du théâtre à tout prix, cette envie d'être acteur, cette envie d'être acteur d'abord. Être acteur, oui. J'avais véritablement besoin d'être acteur. Je crois que j'avais besoin d'exister. D'une certaine manière. J'avais besoin, vous savez, tous les déracinés ont cette espèce de besoin en eux, d'en faire plus que les autres, parce qu'il nous manque tellement de choses sous nos pieds qu'on a besoin d'exister, c'est vital. Sinon on devient transparent. Aujourd'hui, Alexandre Arcadie, vous êtes encore un juif sioniste? Aujourd'hui, je suis un juif. Sioniste plus. J'ai fait une expérience... elle a été ce qu'elle a été. Je veux dire, mon expérience au kibbutz est une expérience très réconfortante et très, très riche aussi d'événements et d'anecdotes.
je me suis éloigné un petit peu de ce pays. J'en garde une certaine nostalgie aussi, mais j'ai retrouvé, le poids de l'exil de nouveau. Et le juif pied noir a des caractéristiques particulières. Il ne ressemble pas aux autres. Comment vous définissez? Le juif pied noir est quelqu'un qui est issu d'une tribu. Ça, c'est très important, cette notion de tribu. C'est très important ce que vous dites, parce qu'on reviendra au Grand Pardon après qui est une tribu. Oui, c'est une tribu. Je veux dire que les liens familiaux sont très importants. Le poids de la tradition est extraordinairement noble et efficace, parce qu'il faut respecter certaines choses. On a besoin de le faire, et puis c'est surtout les retrouvailles pour toutes les fêtes qui sont importantes, et puis la table, être autour d'une table. Vous savez, depuis que je suis un adulte, je ne manque jamais un seul vendredi soir d'être autour de la table avec ma mère, parce que le vendredi soir, c'est très important d'être en famille. Même si je ne suis pas profondément religieux, j'essaie de conserver en moi le poids de la tradition. Et c'est très important. Je crois que ça fait partie de ma vie, et c'est également vital pour moi. Et vous iriez jusqu'à ne pas vouloir quitter la famille, c'est-à-dire... Vous avez un fils, il faudra qu'il épouse une juive, ça va aussi loin? Non, je ne pense pas. On sait certains juifs qui en sont là et qui le disent. Mais effectivement, ma mère a ce comportement, parce qu'elle ne comprend pas le contraire, mais elle l'admet d'une certaine manière, parce que les choses évoluent. Mais vous savez, quand on voit le Grand Pardon, c'est pas innocent de voir la dernière image du film et de voir ce petit garçon blond qui ouvre les portes de la synagogue et qui regarde son grand-père partir, et c'est mon fils. Et c'est vrai qu'en le regardant, ses yeux bleus, ses cheveux blonds, sa petite frimousse, je me dis qu'effectivement demain, il sera comme les autres. Donc 1962, cela fait 20 ans, vous êtes revenu en Algérie, Oui, j'y suis retourné. Alors, quel a été votre sentiment, votre impression? Mon impression, c'était la première fois que je suis retourné en Algérie. Forcément, c'est une impression de ne pas retrouver l'endroit où on a vécu, parce que quand on est enfant, tout paraît immense. Alors ma rue, la rue où je suis né, m'a paru ridiculement petite, ma maison ridiculement... Mais tout cela existe encore? Tout cela existe, bien sûr. J'ai vu tout ça avec une pointe d'émotion, avec bien entendu un serrement au cœur par moment, parce que je n'avais pas le droit de rentrer dans mon appartement où je suis né, parce que d'autres gens y habitent, et puis j'hésitais même à les déranger. Mais enfin, il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'en arrivant à Alger, je n'ai pas de problème. Je veux dire, en arrivant à Alger ou en Algérie ou dans le Maghreb, je veux dire, immédiatement, je sors de l'avion, j'ai ce sentiment étrange, vous savez, comme l'impression qu'on n'a jamais quitté cet endroit. On s'y retrouve immédiatement, on retrouve tout, on n'est absolument pas surpris par l'aspect vestimentaire des gens. Les gens sont différents, le comportement est différent. Tout à l'heure on parlait des odeurs, et c'est vrai qu'on les retrouve immédiatement, et j'y suis immédiatement très très bien. Mais vous avez retrouvé vos copains? Non. Pas un seul? Non, parce que Des copains arabes. Je crois que je les reconnaîtrai pas. C'est ça mon problème. Je veux dire que la distance est trop grande. 20 ans, on les reconnaît plus. Ils ont changé, et moi aussi. Vous avez maintenant 33-34 ans, hein, oui. Alexandre Arcadi. Bon, vous vous êtes essayé dans les métiers du théâtre. Du spectacle. Du spectacle. Il y a eu le théâtre de la ville. Il y a eu la compagnie Renaud Barrault. Ensuite, vous avez été pendant un temps directeur du théâtre Jean Villard. Oui. Vous avez même joué à un certain moment Lorenzaccio, je crois. Oui, j'ai joué Lorenzaccio. Vous étiez un bon acteur, vous qui êtes devenu metteur en scène par la suite. Je me pose des questions. Moi, j'ai l'impression que oui, ça paraît un petit peu prétentieux de le dire, mais non, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis un bon acteur. Vous savez, quand j'ai fait ma première mise en scène, c'était Haute Surveillance. Et je me souviens très très bien pourquoi j'ai voulu monter cette pièce de Jean Genet. D'abord parce que je trouvais cette pièce magnifique, et parce qu'il y avait un rôle extraordinaire. Et je me suis dit à l'époque, j'avais donc 20 ans, je me suis dit, si je ne mets pas en scène cette pièce, personne ne me donnera à jouer le rôle de Maurice. Et j'ai fait ma première mise en scène un peu par défi. Et quand on a la chance d'avoir la caution morale et artistique de Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud pour sa première mise en scène, d'abord on est très heureux, et puis on a l'impression de vivre un rêve. Et j'ai vécu un rêve avec Haute Surveillance. Bon, de là, j'ai fait d'autres spectacles, par exemple Hôtel Baltimore, qui a compté dans ma carrière de metteur en scène, parce que c'était une très belle pièce. Mais je crois que j'ai plus tendance à vouloir faire de la mise en scène, parce que
Puis il y a eu Don Juan de Molière aussi. Oui, j'ai réalisé pour la télévision, un Don Juan. C'est-à-dire vous êtes essayé un peu partout. Oui, j'ai essayé de toucher un peu à tout parce que dans une perspective très 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 précise, faire du cinéma. Alors bon, certains ont des comportements différents. Ils vont à l'IDEC, ils font de l'assistanat de metteur en scène. Ce n'est pas nécessaire, à votre avis? Ce n'est pas nécessaire. En ce qui me concerne, ce n'est pas nécessaire de sortir des écoles. Non, je ne crois pas. Moi, j'avais pas envie d'être assistant. Je crois qu'on m'aurait pas accepté. J'aurais pas réussi le concours. Vous savez, c'est très difficile de rentrer à l'IDEC. Et puis, je voulais aborder le cinéma. On dit que c'est l'Institut des hautes études cinématographiques. Oui. D'accord. Je voulais aborder le cinéma par le biais de la direction d'acteurs. C'est ce qui m'intéressait parce que pour moi, l'acteur compte avant tout. Bon, il y a l'histoire et les acteurs. La technique, c'est une chose qui est un petit peu à côté. Je veux dire que la technique doit être au service des acteurs et non pas le contraire. Ça, c'est très important. Alexandre Arcadi, vous êtes allé quand même très vite. Alors, vous avez eu de la chance ou au contraire, vous étiez doué pour aller à ce rythme? Je crois que j'ai eu de la chance de faire ma première mise en scène. Alors, on a la chance à cause de quoi? Parce qu'on tombe sur des personnages, parce que c'est la bonne étoile? Je crois que c'est une chance doublée d'une volonté. Ah oui, il faut vouloir d'abord. Oui, vouloir. Vouloir, je disais tout à l'heure, vouloir exister. Et ça, c'est très important. Et j'avais ce besoin d'être, de devenir. Vous savez, je raconte souvent une anecdote. Je ne connaissais personne dans le milieu du spectacle à mon retour d'Israël, sauf un copain que j'avais rencontré au lycée, qui était dans ma classe et qui était devenu acteur. Et j'ai été le voir jouer. Pour moi, c'était un acteur. Et je lui ai demandé une chose qui aujourd'hui me paraît complètement naïve. Je lui ai dit, mais dis-moi, comment est-ce que tu prouves que tu es comédien? Et à cela, il m'a répondu lui aussi avec beaucoup de naïveté parce qu'il commençait, mais regarde, j'ai ma carte de congé spectacle. En tout cas, c'était inscrit, c'est-à-dire que vous deviez être metteur en scène et non pas comédien. Comme comédien, peut-être vous auriez fait un tout petit parcours. Je crois, parce que si vraiment j'avais voulu être acteur, j'aurais continué dans cette voie et puis dans les films et dans les pièces de théâtre que j'ai mis en scène, je me serais distribué. Je ne l'ai pas fait pour me donner complètement à la mise en scène et vous savez, un metteur en scène, c'est avant tout le premier spectateur. On ne peut pas être spectateur et acteur, et j'ai besoin d'être avant tout spectateur parce que si je suis pris d'enthousiasme pour une scène, pour des acteurs, pour le jeu de certains personnages, je crois que les spectateurs adhéreront de la même manière, donc c'est difficile d'être les deux. La chance, Alexandre Arcadi, c'est d'être reçu au premier coup, et il y a eu le coup de Sirocco, et le coup de Sirocco a eu le succès que l'on sait. Vous aviez adapté d'après un livre, alors de notre ami Daniel Saint-Amand, là. Ah oui, alors là ça c'est la grande complicité. Oui, ça, un autre pied noir. C'est une belle anecdote. Vous savez, Daniel Saint-Amand, je ne le connaissais pas personnellement. J'avais lu de lui un livre qui s'appelait Le Bourricot. Oui, c'est son premier. Son premier roman. Et je dois dire que à l'époque, j'étais en tournée avec Lorenzaccio. J'étais à travers la France et j'avais ce livre comme livre de chevet. J'allais dire plus comme livre du rire, parce que je riais. Vous savez, c'est très rare les romans que l'on lit tout seul et tout d'un coup on éclate de rire tout seul. Et j'étais surpris comme ça dans un avion à éclater de rire dans un lieu public comme ça. Je lisais des passages et vraiment je hurlais de rire. Vous vous retrouviez. Oui, je retrouvais ces personnages, il a su magnifiquement dans ce roman décrire cette petite ville d'Algérie et c'est vraiment très drôle, très cocasse, très tendre, c'est très beau. Et à l'époque, j'avais très très envie de faire un film sur le retour des pieds noirs d'Algérie, parce que personne ne l'avait fait. Et j'étais quasi persuadé qu'il fallait attendre 15 ans, 15, 16 ans, 17 ans. Il fallait attendre l'autre génération pour pouvoir parler avec un peu plus de sérénité, comme dégagé du drame, parce que c'était un énorme drame. Et j'avais écrit un scénario, et ce scénario, avec Jean Pellegrini, ne remportait pas, disons, de succès auprès des producteurs, on le connaissait mal. Et sous les conseils de mon agent, j'ai été voir Daniel Saint-Amand un jour chez lui, et je lui ai dit, voilà, j'ai un scénario, j'aimerais qu'on retravaille dessus. Et il m'a dit, c'est quoi l'histoire? Je lui ai raconté, c'est l'histoire d'une famille qui quitte l'Algérie, etc. Il m'a dit, comme c'est étonnant, je viens d'écrire un roman qui s'appelle Le coup de Sirocco, qui raconte la même chose. Ah, il dit, bon, j'aimerais bien le lire. Et effectivement, il racontait la même histoire, mais sur un mode complètement différent.
Et je vais vous dire pourquoi. Dans le scénario que j'avais écrit, mon héros prenait sa voiture, l'arrosait d'essence, avant de quitter l'Algérie, il la faisait exploser de rage. Dans son roman, Le coup de Sirocco, le héros emmenait sa voiture complètement briquée, complètement reluisante au port, laissait les clés dessus et espérait que quelqu'un allait réutiliser cette voiture. Et j'ai trouvé que la démarche était tellement belle qu'immédiatement je lui dis on va adapter ton roman, c'est cette histoire que je veux raconter parce que la meilleure manière de parler des choses graves et sérieuses, c'est d'en parler avec le sourire et le rire. Et justement, Alexandre Arcadi, je crois pouvoir dire qu'il y a une culture pied-noir et parfois il ne faudrait pas faire de différence entre les juifs, les pieds-noirs et les autres, disons. Je crois qu'il y a une culture. Oui. Je ne sais pas si elle passera le siècle. Je ne sais pas si c'est véritablement le terme, le mot culture. Je crois que on est de culture française. Une différence. Oui, une différence. Je veux dire qu'il y a des comportements différents, une manière d'être, un sens du sourire, un sens de la vie qui est différente. Je veux dire que et les gens qui ont connu l'Algérie, n'étant pas nés là-bas, sont tombés dans le piège de l'insouciance et de la joie de vivre. La preuve en est, c'est que mon père avait 57 ans quand il a commencé à avoir des enfants. Il faut avoir une sacrée dose d'insouciance et de quel espoir pour ceux qui écoutent. Et il en a eu 5. Oui. À 57 ans, le premier. À 57 ans, je suis. Vous êtes un enfant de vieux, comme on dit. De mon père, oui. Ma mère est beaucoup plus jeune, mais une foi extraordinaire dans la vie. Non, il faudrait gommer cette phrase, l'enfant de vieux. Vous savez, comme on le dit parfois. Oui, moi, j'ai jamais ressenti. Bon, il est mort depuis quelques années, mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir comme père un vieillard. C'était un bonhomme formidable. Alexandre Arcadi, avez-vous l'impression aujourd'hui d'avoir réussi, vous, votre intégration? Votre mère peut-être pas, mais vous, parce que justement vous aviez 14 ans et que vous pouviez vous frotter mieux à la vie? Oui, non, je crois que je suis complètement intégré. Je veux dire qu'aujourd'hui, si je n'arrive pas à imaginer un autre pays pour pouvoir vivre, une autre ville que Paris pour pouvoir exister. Non, je crois que je suis intégré, je suis... en dehors du fait que sous mes pieds, il manque quelque chose, je veux dire que je n'y pense pas tous les jours, alors que ma mère y pense tous les jours. C'est là la différence. Alors il y a aussi une différence entre les deux films. Le coup de Sirocco, les pieds noirs peuvent s'y reconnaître. Le Grand Pardon, déjà, vous inventez toute une grande histoire. C'est vraiment une histoire policière, c'est une mafia, c'est un clan, c'est une famille. Avec Betoun, le grand chef de ce clan, sont vraiment des gangsters. Alors, le Grand Pardon, en plus, on voit que c'est votre grande fête. Et je sais bien qu'il n'est pas fréquent d'avoir des pareils coups de cœur. C'est regrettable d'ailleurs qu'on n'ait pas de coup de cœur. Mais là, je dois dire qu'on l'a, le coup de cœur. Et je vous le dis tout net, c'est vraiment formidable. Je ne sais pas du tout comment vous allez être accueillis, puisque le film va venir maintenant à l'affiche. Mais si vous étiez américain, on dirait que c'est un super parrain. Alors peut-être vous allez justement bénéficier de votre qualité de français, et peut-être certains vont-ils vous critiquer, parce que la critique aujourd'hui est pire que jamais. Je ne sais pas, pour l'instant, les critiques, vous êtes la première personne à me faire une bonne critique, si je puis dire, à l'antenne. Les critiques non, personne n'a écrit encore. Non, on n'a pas écrit encore de choses sur le film. Le film sort dans quelques jours. Et c'est vrai que, vous savez, on a toujours tendance à comparer. Oui. On compare, on dit alors, vous avez fait un parrain à la française. Moi je ne dis pas que c'est un parrain à la française, pas du tout. Mais je veux dire, si vous étiez américain, oui. Hein, ce qui est évident, si vous voulez, c'est que j'ai avant tout voulu faire un film original, un film que je portais quelque part en moi, parce que vous savez, l'aspect policier, la fresque policière, si je puis dire, est un véhicule formidable pour amener et transporter avec soi beaucoup d'images, beaucoup d'idées qu'on a envie d'exprimer, parce que le film policier, c'est avant tout atteindre une dimension tragique. Parce qu'on dépasse les mots et qu'on règle ses comptes comme dans la tragédie grecque, enfin comme dans la tragédie judéo-grecque en l'occurrence pour ce film. Alors, c'est quoi le Grand Pardon ? Le Grand Pardon est né d'abord d'une rencontre.
veux dire qu'avec le Sirocco, une rencontre exceptionnelle avec Roger Hanin. Roger Hanin a interprété le coup de Sirocco et il y a comme ça dans ce métier des amitiés qui naissent et l'amitié avec Roger Hanin est une grande amitié faite de tendresse et d'amour, j'allais dire, malgré notre différence d'âge. On s'est rendu compte il y a fort peu de temps qu'on était nés tous les deux dans la Basse-Casbah, à quelques rues de différence, et qu'on a connu à quelques années près les mêmes choses, les mêmes couleurs, les mêmes odeurs. Et je crois que ce sont des rapprochements presque inévitable. Je veux dire qu'une jeunesse, notre jeunesse qui s'est déroulée comme ça dans le même quartier presque, c'est très très important. Alors donc, avec Roger Hanin, c'est d'avant tout une rencontre autour du coup de Sirocco, et on a salué en Roger Hanin un retour formidable, on l'a comparé à Rému, et ça a été vraiment justifié par rapport à ce film. Et j'avais très très envie de faire un autre film avec lui. Mais je n'avais pas envie de faire le coup de Sirocco numéro 2, ça ne m'intéressait pas. Et l'idée de ce film est née, vous savez, un jour, comme ça, j'étais à Montpellier, je présentais le coup de Sirocco, et un spectateur est venu voir Roger Hanin en lui disant « Vous êtes formidable dans le coup de Sirocco ». Albert Narboni, ce petit épicier drôle, cocasse, naïf, est remarquablement interprété par vous, mais vous resterez pour moi un héros mythique, vous resterez le tigre et le gorille. Et c'est à partir de là que j'ai eu cette idée. Je me suis dit, voilà, il faudrait réunir dans un même personnage le tigre et Albert Narboni, mon épicier du coup de Sirocco. Et je crois que c'est le mélange de genres, le mélange de ce personnage à la fois naïf, cocasse, drôle, brutal, un truand efficace. Sympa. Quelque part un truand sympa. C'est vrai que je les aime, ces truands. Je ne veux pas les cautionner, je n'apporte pas là une caution morale, mais j'ai eu beaucoup de tendresse pour eux, sinon je n'aurais pas pu faire de film dans ce sens-là, si je n'avais pas eu cette tendresse. Alors, de là est né le grand pardon, et d'une certaine manière, il y a aussi un autre événement qui a provoqué en moi une révolte. Il y a quelques années, il y a eu une fusillade dans un bistrot au boulevard Saint-Germain-des-Prés. La brigade anti-gang a pénétré dans le bistrot et a abattu à bout portant 2 truands d'origine juive pieds noirs dans le dos et a massacré à coups de pied, de poing, 2 avocats algériens parce qu'ils n'avaient pas des gueules comme les autres. Et je me suis dit ce jour-là, même dans le milieu, on n'a pas les mêmes chances quand on est différent. Vous estimez qu'il y a une mafia comme celle-là, mais vraiment une mafia, comme vous dites, judéo-grecque, judéo pieds noirs. Il y a une mafia, il y a eu des familles. Oui. Il y a eu des groupes, il y a eu, vous savez, au sortir de la guerre d'Algérie, certains qui ont participé à ces combats obscurs de l'OAS se sont retrouvés un petit peu en marge de la société, et on a vu apparaître comme ça des truands de toute nature, et effectivement il y a eu des groupes, des familles. Il y a eu une famille qui a été plus importante qu'une autre, mais je crois que ça a existé et ça existe, et ce serait ridicule de le cacher. Mais en fait, Alexandre Arcadi, le personnage principal de votre film, Le Grand Pardon, c'est le clan, c'est la famille, en fait c'est la maison, c'est cette maison que vous n'avez plus. C'est la maison, c'est très très vrai. Je veux dire que Raymond Betoun... Quand j'ai écrit Raymond le scénario... Betoun, c'est Roger Hanin. Raymond Betoun, c'est Roger Hanin, oui. Quand j'ai écrit le scénario avec Daniel Saint-Amand, puisqu'on ne l'a pas dit, et Alain Le Henry... Oui, toujours avec vous, hein. Ah oui, non, le troisième, alors, Daniel, ça sera encore lui, non? Daniel, c'est vraiment... Daniel et Alain sont vraiment les compagnons, j'allais dire, de toujours, et c'est vrai, il y a une grande complicité. On a travaillé 2 ans et demi sur ce scénario, et c'était une aventure formidable, pleine d'émotions, de coups de gueule, de tendresse, et puis de rire. Qu'est-ce qu'on a pu rire, c'était extraordinaire, parce que quand on écrit ces personnages qui sont drôles comme ça dans la vie d'une manière involontaire, quand on les transcrit sur le papier, ils nous font rire aussi, et ils nous font encore plus rire quand on les voit sur les écrans. Donc il était important de donner à Raymond Betoun une maison solide, une maison, j'allais dire presque à la française, avec un grand territoire autour, parce qu'il avait besoin de réunir sa famille, que sa famille soit là, autour de lui. Et il le dit dans le film, on ne peut pas nous détruire parce qu'on est une famille unie comme les 5 doigts de la main. Et c'est ce qui fait le
le lien sacré en général j'allais dire de la mafia, c'est le lien du sang et du silence. Bon, on l'a vu avec les Italo-Américains, on le voit avec les Juifs pieds noirs, demain on les verra peut-être avec les Guadeloupéens ou je ne sais qui encore. Alors nous parlions de Roger Hanin, et je veux dire que on l'a souvent vu dans des films dont on ne gardera pas longtemps le souvenir. Mais je veux dire que là, alors, c'est d'une révélation mais complète. C'est un acteur qui mériterait d'avoir un César. Même votre film est de 82 et non pas de 81. Oui. Non, c'est vraiment la révélation, la découverte. Déjà, on l'avait remarqué dans Le Coup de Sirocco, mais c'est bien plus important à mon avis. Car je crois qu'il s'est débarrassé de tout ce qu'il avait peut-être ajouté un peu à son personnage qui n'était pas lui-même. C'est-à-dire, il est revenu à ses véritables origines. Il le dit avec beaucoup de simplicité, Roger. Il dit qu'effectivement, Le Coup de Sirocco, ça a été, d'une certaine manière, ça a été une retrouvaille. Il s'est retrouvé. Il a retrouvé une forme d'authenticité qu'il avait quelquefois et pendant des années essayé de s'en débarrasser. Et je dois dire que souvent, pendant le tournage du Coup de Sirocco, il me disait « C'est incroyable, je viens de dire cette phrase, je ne savais pas que je pouvais le dire, et c'est une phrase que mon père disait. » Toujours le père. C'est un film aussi, Le Grand Pardon, sur la notion de famille et la notion du père. Le patriarche même. Et le patriarche, oui. Béthune, vous l'avez emprunté à qui, ce nom ? Oh, vous savez, le premier jour on s'est retrouvés pour écrire ce scénario, on avait un grand tableau blanc, des feutres de couleur, et il fallait mettre un nom pour commencer à construire notre histoire. Alors on a commencé à mettre un prénom, on a inscrit Raymond, et à côté on a essayé de trouver un nom qui sonne bien de là-bas. Enfin, et on a mis Béthune. Il doit y avoir des Béthounes, vous savez, ça doit exister. Ah, sûrement. Et un Béthune va se réveiller demain, il va venir vous dire, écoutez, pardon, mais je ne suis pas un gangster, moi, il va vous faire un procès. J'espère. Vous le souhaitez un peu, peut-être, pour ajouter du piment. Non, pas pas du tout. Quand même. Non, j'espère qu'il n'y aura pas de Raymond Béthune, et s'il en existe un, il comprendra que c'est vraiment le hasard qui nous a fait, qui a fait que l'on ait inscrit comme ça un jour, un beau matin sur un papier Raymond Béthune. Enfin, ce nom, on doit le dire, est déjà installé, et Béthune marque tellement votre film qu'il pourrait devenir familier à nos conversations. C'est-à-dire que demain, d'un type un peu glorieux, d'un chef de clan, d'un patriarche, d'un paternaliste, on pourrait dire, ou on dira, allez, arrête de faire ton Béthune. Non, c'est vrai, arrête de faire ton Béthune. Ça voudra dire que le film a remporté un succès. Mais ça n'est pas impossible. Car Béthune, en plus, je dois dire que ça sonne à l'oreille. Vous avez essayé de le dire, de l'écouter, le nom ? Vous savez, moi, parce que c'est une musique aussi. Oui, je le connais tellement bien, ce nom, et je connais tellement bien sa musique que depuis 3 ans, je le répète, je sais comment on l'écrit, je sais presque comment on le chante. Alors justement, la musique, il fallait aussi de la musique ? Est-elle nécessaire à un film, la musique ? Ah, je crois que, enfin pour moi, la musique est indispensable. Le musicien Serge Franklin, à qui j'ai demandé d'écrire la musique, souvent est obligé de me freiner parce que moi j'ai envie de mettre de la musique partout. J'aime tellement les musiques que j'ai envie d'en mettre partout. Et je dois dire que souvent il me dit non, attends, laisse donc la scène s'installer. J'ai pas besoin d'intervenir, c'est tellement beau. Dites-moi un peu où ça se passe là, parce que j'entends quelque chose qui parle. C'est la musique qui... Attendez que je l'écoute un petit peu. C'est le générique. C'est un climat particulier ? C'est un climat très particulier. Mais que vous avez dit, je veux cette musique-là ? Je voudrais, oui, les indications que j'ai données à Serge Franklin étaient simples. Je lui ai dit, je voudrais une musique qui rappelle le bassin méditerranéen, l'Andalousie, et ce climat très particulier de cette musique d'arène avant la mise à mort. Et je crois qu'il a bien compris ce que je voulais. Alexandre Arcadi, vous installez toute une famille, donc, on le disait, c'est un clan, et là, il fallait choisir les acteurs. Bon, il y a le chef du clan, le gangster numéro 1, bon, Béthune, Raymond, c'est-à-dire Roger Hanin, et puis il y a alors
on savait leur qualité. Les comédiens d'aujourd'hui qui seront peut-être les Delon Belmondo de demain et qui sont déjà, je veux dire, en puissance, je pense à Richard Berry et à Bernard Giraudot. Il y a tous les autres, mais ces deux-là. Ah oui, je veux dire que d'abord et avant Vous savez tout... qu'avec Richard Berry, ici, il y a déjà je ne sais pas combien de temps, on avait déjà parlé du Grand Pardon. Il Oui, n'avait rien vu, mais il était heureux. J'avais écouté l'émission, oui. J'étais très très content. Non, je veux dire que d'abord et avant tout, c'est vrai que j'ai écrit ce rôle en pensant à Roger Hanin, mais nous avons écrit ce scénario en pensant aussi à certains acteurs pour réunir une famille cohérente et forte. Richard Berry, je l'ai vu avant d'écrire le scénario. On lui a écrit un rôle sur mesure. Gérard Darmon, Jean-Pierre Bacry, Jean Benguigui, Boccarat, Fès, des noms incroyables, vous l'avouerez, qui existent et pour que l'on verra au générique de ce film, un générique de film français. Oui. Et puis les autres, bien sûr. Je ne pouvais pas voir quelqu'un d'autre que Jean-Louis Trintignant dans le rôle terrible du commissaire, parce que d'abord il s'est fait une tête incroyable et il est d'une dureté, d'une méchanceté. Il a quelque chose de très... Vous l'avez fait un peu raciste, hein? Très raciste, très intolérant, très en voulant, ne supportant pas Raymond Bethune. Il a une phrase terrible pour Bethune dans le film que je trouve d'une dureté incroyable. Il lui dit: vous sentez l'huile et j'ai l'odorat délicat. Et ça, c'est la pire chose qu'on puisse dire à quelqu'un. Bien, Bernard Giraudot, un contre-emploi. J'avais envie marginal, solitaire, issu d'une bonne famille, on dit. Dans ma dit. famille, on brasse depuis 4 générations, puisqu'il est à la tête d'une petite entreprise familiale. Mais c'est un loup solitaire qui, encore une fois, le père, il ne supporte pas la famille, il ne supporte pas le père. Et quand Bethune lui demande de travailler pour lui, c'est la révolte. Et c'est une révolte dure, froide, complètement raisonné, et il ira jusqu'au bout pour abattre Bethune, parce que Bethune veut d'une certaine manière le couver. Considérez-vous, Alexandre Arcadi, que tous ces gangsters sont aussi de grands bourgeois? Concernant Raymond Bethune, ils ont les moyens. Il a les moyens d'être bourgeois, mais j'allais dire qu'il n'en a pas l'allure. Et je crois qu'il reste très très simple. Il reste très très simple, malgré sa Rolls et sa magnifique demeure. Par contre, son fils, Richard Berry, lui, c'est le banditisme de demain. Le banditisme lié à la politique, aux boîtes de nuit et aux affaires. Et ce banditisme, vous le savez, existe aussi. Je ne dis pas qu'il existe dans le milieu où vous l'installez, mais vous auriez pu, peut-être vous aussi, plutôt que de passer au cinéma, passer chez les voyous. Est-ce que vous avez imaginé une seule seconde que vous pouviez faire partie d'une famille comme celle-là? Non, ça, vraiment, je n'arrive pas à imaginer. Et être Richard Berry. Parce que si vous aviez été acteur, vous auriez sûrement tenu le rôle de Richard Berry. Peut-être, mais vous savez, non, pas du tout. Effectivement, Bernard Giraudot, peut-être. Ah non, j'aime bien le rôle de Richard. Non, je crois que si j'avais à tenir un rôle, je crois que ce serait entre deux personnages, Richard Berry et Clio Goldschmidt. Ça paraît bizarre, mais c'est le mélange des deux personnages qui m'aurait intéressé. Je les ai séparés pour bien les camper. Il faut également reconnaître que c'est un film de macho. Hein. Je veux dire que les femmes n'ont pas une grande importance. Elles ont quand même une place. Vous savez, il y a 3 femmes dans ce film. Ces 3 femmes sont Clio Goldschmidt arrive à s'installer parce qu'elle est ce personnage. C'est la fille, la révolte, celle qui refuse. Il y a une scène formidable quand elle... Mais elle est aussi l'esclave, parce que tout passe par la famille. Hein. Elle est l'esclave, mais elle a un enfant dont elle conserve l'entière responsabilité, puisqu'elle refuse de se marier. Et puis il y a Annie Dupéré, la maîtresse, celle qui a le regard de l'extérieur, qui essaie de comprendre cette famille, qui essaie de comprendre cette tribu, qui d'une certaine manière est notre regard interrogatif. Et puis la mère. Oui, la mère. Vous ne pensez pas, Alexandre Arcadi, que vous allez dépayser les pieds noirs qui ont vu le coup de Sirocco? Dans le coup de Sirocco, ils se retrouvaient. Et dans le Grand Pardon, ils vont reconnaître des gens qu'ils connaissent. Et ils vont dire, ce n'est pas nous. Vous savez, d'abord, je crois que effectivement, dans le coup de Sirocco, les pieds noirs se sont reconnus parce qu'il y avait, c'est une saga qui est racontée sur le mode, j'allais dire, doux amer,
l'exode, un exode de 1 million de personnes pendant une période difficile. Là, le Grand Pardon, c'est avant tout un spectacle, c'est avant tout une fresque, c'est un polar, c'est un film noir haut en couleur. Parce que c'est un genre très particulier. Vous savez, on commence le film dans la comédie dramatique et on la termine dans la tragédie. Et c'est avant tout un véhicule de spectacle. Même si à travers ce spectacle, cette fresque, j'y inscris des choses très particulières comme ce regard sur cette famille, sur la tradition, sur le comportement, sur la tribu, on en parlait tout à l'heure. Alors, je ne crois pas que ce sont des héros exemplaires. Je ne voulais pas que ces héros soient exemplaires. Tant et si bien qu'il y a 2 scènes très importantes dans ce film. C'est les rapports entre Raymond Bethune, Roger Hanin et le rabbin, où il s'explique. Et puis le fait que Raymond Bethune s'exclut lui-même de la communauté en fin de film. Bon. Et le jour du Grand Pardon. Et le jour du Grand Pardon. Mais vous savez, il y a une phrase de Disraeli qui est très, très éloquente. Disraeli a dit « Les Juifs sont des gens comme les autres, seulement voilà, ils le sont davantage. » Et c'est vrai que si on avait fait un film sur les Arméniens dans la pègre, ou sur les Bretons dans la pègre, on aurait dit « Bon, ce sont des Bretons, c'est une famille de Bretonnes, bon... » Ce sont des bandits bretons. Ça ne veut pas dire que tous les Bretons sont des bandits. Ça ne veut pas dire que tous les Arméniens sont des bandits, si on avait fait un film sur eux. Et là, à partir du moment où on touche un tout petit peu aux Juifs, si vous voulez, alors là, il y a un amalgame qui se fait immédiatement en disant « Attention, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on va croire, va croire que tous les Juifs sont des truands, etc. » D'une certaine manière, c'est l'antisémitisme. Vous savez, aussi, on pourrait vous le dire. Vous faites à rebours. Je crois qu'on aurait beaucoup de mal à dire cela parce que de par mes origines, je suis juif pied noir, de par les origines de Roger Hanin et l'ensemble pratiquement de l'équipe de ce tournage, en passant par le producteur Ariel Zeytoun, je crois qu'il serait de mauvais goût. C'est encore la famille. Oui, il serait de mauvais goût et de pouvoir dire une chose pareille. Et puis, je méprise tellement les antisémites et les racistes, que je n'ai vraiment pas envie de parler d'eux. Ce que vous avez appris de votre père, de votre mère, vous l'enseignez à votre fils? Vous me disiez tout à l'heure que votre mère était très exigeante par rapport à une tradition. Oui. Et je suis persuadé que de votre côté, vous êtes très exigeant par rapport à cette même tradition, même si je vous ajoutais, il choisira. Non, j'allais vous dire pas encore. Ouais. Pas encore, mais peut-être que si je veux être dans la vérité, peut-être dans quelques années, j'irai vers plus de rigueur et plus de tradition. Et c'est vrai que on ne peut pas fuir. Et lorsque, par exemple, à la fin, Bethune, c'est les Roger Hanin s'exclut de la famille juive, il fait peut-être la faute. Il est quelque part obligé parce qu'il a transgressé la loi. Non, mais non, par rapport à s'exclure. Je vais au-delà du film. Oui. Mais je veux dire, quand on commet un acte aussi grave, en ayant toutes les meilleures raisons du monde, on se trouve immédiatement exclu de fait. Et je veux dire, quelque part, pour préserver le reste de sa famille, il est obligé de faire ça. Il est obligé de partir. J'allais dire partir sans se retourner, pourtant il se retourne, et en voyant le visage de cet enfant, il se retourne et il part rassuré. Un jour, vous, Alexandre Arcadi, vous pourriez vous exclure de ce climat, de ce monde, c'est-à-dire de votre famille. J'y pense souvent, je pense souvent à ça. Parce que vous savez, c'est fait à dessein tout ça souvent. Non, je pense souvent à ça avec beaucoup de de mélancolie, de tristesse, parce que le seul et véritable lien qui m'unit qui nous rassemble, mes frères et moi, c'est ma mère. Et je dois dire que j'ai des craintes quand elle disparaîtra, puisqu'on est tous amenés à disparaître un jour, à nous voir éparpillés. Et ça me rend très triste, oui. Et c'est pour cette raison que vous avez installé si fort, et dans le coup de Sirocco, et puis maintenant surtout dans le Grand Pardon,
une famille, disons un clan, je ne parle pas de la famille des truands, mais je dis une maison parce qu'une maison on peut s'y accrocher, pour survivre, c'est bien la seule manière. Et vous allez très vite en besogne. Et d'autre part, vous avez installé une troupe de théâtre, car le coup de Sirocco, c'est vous, c'est Daniel Saint-Amand, c'est Roger Hanel, le Grand Pardon, ce sont encore les mêmes avec toute votre bande. Si encore dans un troisième film, vous avez la même armature, vous pourrez alors à ce moment-là vraiment faire du théâtre et planter le chapiteau quelque part et puis partir en tournée à travers la France ou à travers le monde. Alors est-ce que ça n'est pas trop à un certain moment ? Je crois que il n'est pas nécessaire d'échapper aux choses quand il n'est pas encore temps. Je veux dire que je me débat pas aujourd'hui avec ce genre de problème. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ces choses qui font et qui ont fait ma vie, et demain j'aurai d'autres préoccupations. Je parlerai d'autres personnages avec autant de sincérité, autant d'aisance que je le fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne me pose pas vraiment ce problème. En s'excluant de la communauté juive dans le film, Betoun, c'est-à-dire Roger Hanel, ne respecte pas le jour du grand pardon. Alors vous, Alexandre Arcadi, vous pardonnez à ceux qui vous ont fait mal ? J'ai beaucoup de mal. Ah oui. C'est toujours très difficile. Le jour du grand pardon et encore. Le jour du grand pardon, j'essaie de les oublier. Ouais. Non, on m'a pas vraiment fait mal. Je veux dire, j'ai 33 ans, je commence à peine, j'ai 2 films derrière moi, quelques mises en scène de théâtre. Quelquefois, on n'a pas été tendre avec moi, mais vous savez, c'est le lot des artistes d'être des hommes publics, et on aime ou on n'aime pas, on rejette ou on accepte. Vous êtes sensible à tout ce qui peut être écrit, tout ce qui peut être dit Très sensible, oui. Vous avez été frappé avec le coup de Sirocco ? Je dois dire qu'avec le coup de Sirocco, les critiques, les courriéristes, les hommes de radio et de télévision étaient excessivement gentils, tendres et j'allais dire élégants avec ce film, parce que c'est vrai qu'on a salué avec le coup de Sirocco un genre nouveau, un petit peu une comédie à l'italienne. C'est vrai que le cinéma français n'abordait pas ce genre de... Enfin, ce genre de sujet n'avait jamais été abordé. Un antimaniérisme. Oui, un antimaniérisme. C'est vrai que moi, j'aime bien mettre dans mes films des sentiments simples. Je veux dire, pleurer, rire, être ému, aimer. Ce sont des choses toutes simples et je vais jusqu'au bout, j'allais dire presque sans pudeur. Peut-être parce que je suis très pudique dans la vie. Et vous êtes à l'avant-veille d'une sortie, alors on est inquiet, ça se présente de quelle manière ? C'est vrai, on vous attend au tournant. Ah oui, je suis très très inquiet. Vous savez, le Grand Pardon sera à l'affiche dans maintenant 48 heures, et même si la rumeur semble être bonne, même si les réactions au travers des projections publiques et privées que j'ai pu organiser, les réactions sont plus qu'excellentes. On attend le verdict populaire. C'est le verdict le plus intéressant et et j'allais dire le plus efficace, parce que le public ne se trompe pas, hein. Ou bon, quand il se trompe, c'est que d'une certaine manière il y a eu des problèmes, mais le verdict populaire est le verdict le plus intéressant pour un artiste. Mais en tout cas, vous savez que vous avez bien choisi votre voie. C'est-à-dire, vous avez commencé avec le cinéma, et avec le théâtre. Il y a maintenant le cinéma. Sur votre carte d'identité, vous pouvez mettre profession metteur en scène, quoi. C'est un choix presque définitif. Producteur, metteur en scène. Oui, je vais vous dire, sur mon passeport, je ne sais jamais vraiment quoi mettre, parce que artiste lyrique, comme on mettait autrefois. Comédien, artiste, cinéaste, tout ça, ce sont des mots. Hein. Oui, des mots. Et Robert Hossein, c'est une participation très amicale ? Très amicale. Car vous pourriez faire un film demain avec... car c'est également, on n'en a pas parlé, le nombre de personnages, comment s'y retrouver ? Même par rapport à l'écriture, car c'est également un problème d'écriture. Oui, c'est un problème d'écriture, parce que vous savez, quand on écrit un film pour 52 acteurs, il faut que les 52 personnages aient une existence, sinon il faut les éliminer immédiatement, parce qu'ils n'intéresseront personne. Donc chacun a véritablement une histoire, et on s'y intéresse, et ça a été très difficile au niveau de la construction. Vous savez, c'est un genre un peu particulier, ce film. Il fallait trouver, c'est un mélange de genres entre l'humour, la cocasserie, la brutalité,
la tendresse, et c'est un, vous savez, on était constamment au niveau de l'écriture sur une corde raide, et au niveau du tournage, c'était pareil. Je veux dire qu'il fallait trouver le ton juste. Et j'ai eu la chance de réunir des acteurs extraordinaires autour de ce film, des techniciens formidables. Je ne dirai jamais assez, un film ne se fait pas seul. Si on n'est pas entouré, on se trouve complètement démuni. Hein. Alexandre Arcadi, soyez tout à fait franc. Est-il vrai que vous ayez confié votre pré-montage à un panel de spectateurs? C'est-à-dire vous avez demandé à un institut de sondage de regarder si vraiment tout cela était au point. Et moi, je m'étonne qu'on puisse faire cela, parce qu'en fait, c'est une concession que l'on fait au public. Non, mais vous savez, d'abord, j'ai pas confié à un institut de sondage. On m'a dit, hein. Oui, non, j'ai tout simplement. La rumeur est mauvaise. J'ai tout simplement voulu, 2 mois avant la sortie du film, renouer avec certaines traditions du cinéma américain. Je veux dire, les Américains le font tout à fait simplement. Ils organisent des projections privées en interrogeant les spectateurs. J'ai voulu faire pareil parce que j'avais des préoccupations, non pas tant au niveau de la, du contenu du film, parce que ça c'était mon affaire. Hein, j'ai écrit un film, je revendique complètement, mais au niveau peut-être de la durée. Vous savez, quand on dépasse une certaine durée, on se dit, est-ce qu'on se fait pas plaisir? Vous vouliez être réconforté. Et j'avais envie quelque part. Ouais. Je ne supportais pas d'attendre. Il y avait encore 2 mois avant la sortie d'un film, et j'ai voulu tester devant un public complètement populaire, ce film en double bande, dans des conditions difficiles d'une copie de travail, et les réactions étaient formidables, puisque 98% des gens interrogés, puisqu'on parlait de sondage, ont beaucoup aimé le film. Et à la question qui m'importait le plus, sur le plan technique, avez-vous trouvé que le film était d'une bonne durée? Encore une majorité écrasante a trouvé que le film était bien, ce qui m'a permis... Quelle est la durée? 2h10. 2h10. Ce qui m'a permis, si vous voulez, compte tenu de cette réaction, de rajouter une scène après cette projection privée. Alors, vous avez mis en scène la réalité ou l'imaginaire? Oh, l'imaginaire. Ah bon? L'imaginaire à travers la réalité, forcément. Vous savez, quand on parle comme ça de ce monde très particulier, de la pègre et du milieu, on se rend compte que souvent, bien souvent, la réalité dépasse tellement la fiction, et que souvent on n'ose pas écrire ce qui se passe dans la réalité. Alors vous savez, je me suis éloigné de la réalité, forcément. On a fait œuvre d'imagination avec Daniel Saint-Amand et Alain Non, c'est Henry. Une imagination totale, débridée. Ah, complètement. Tout cela n'existe pas, sauf dans votre film. C'est-à-dire il n'y a pas de mafia, il n'y a pas de... il n'y a pas de mafia. Mes personnages n'existent pas. Mes personnages n'existent pas. Qu'il y ait d'autres personnages dans notre quotidien. Mais il y a une idée du film dans la réalité. Ah, forcément. Ça, ce serait ridicule de le nier. Non, oui, je crois. Non, je ne peux pas nier l'évidence. Il y a des truands en France. Certains reconnaîtront leurs frères, je ne sais pas. Et puis on peut penser également aux Algériens qui, lorsqu'ils verront ce film, diront: nous avons eu raison de nous séparer de cette vermine, parce que on ne peut plus croire que cela n'a pas existé. Oh, ben vous savez, dans le film, il y a également la mafia arabe qui existe, puisque vous savez, ce film dépeint un Paris un peu particulier. Vous savez, c'est une nouvelle géographie de Paris. On dépeint certains quartiers, le Faubourg Montmartre, la Goutte d'Or, le Crémin-Bicêtre. Je veux dire, c'est Belleville. Paris est découpé maintenant. Hein. Oui, complètement découpé. Je veux dire qu'on est loin, à travers ce film, de l'image qu'on a du Pigalle et de son Mac. Hein. Donc, les Algériens sont aussi dans ce film. Et les rapports entre disons, la mafia arabe et la mafia pied noir sont des rapports formidables. Dans le film, Raymond Betoun le dit à Mohamed Bouli: nous on s'embrasse ou on se tue, mais ils s'embrassent beaucoup plus qu'ils ne se tuent. Une chose est certaine, c'est que maintenant vous avez les moyens. Le coup de Sirocco, c'était un petit budget, le Grand Pardon, c'est le très grand budget. Vous êtes déjà installé et le risque vient. C'est pas aussi vrai. C'est maintenant que tout devient difficile. Hein. Non, je veux vous dire, pour faire le Grand Pardon, s'il n'y avait pas eu cette... Vous avez eu les moyens. Hein. Bien sûr, mais ça n'a pas été facile. Et heureusement qu'Ariel Zeytoun, le producteur de La Banquière, a su lire dans mon scénario, a su lire entre les lignes, parce que vous savez, les producteurs savent pas très très bien lire entre les lignes. Et en l'occurrence, c'était un scénario tellement particulier qu'il fallait s'appeler Ariel Zeytoun pour bien comprendre ce que je voulais mettre dans les images. Et je dois dire que cette rencontre a été formidable.
formidable parce que c'est lui, d'une certaine manière, qui m'a non seulement soutenu à tous les niveaux, mais qui également m'a poussé à faire un grand spectacle en cinémascope. Alexandre Arcadi, vous saurez pardonner à ceux qui n'aimeront pas votre film? Oh, mais je leur pardonne déjà, c'est déjà fait. Oui, ça c'est le grand pardon. Oui. Merci Alexandre Arcadi.